Bonjour à tous et toutes. Bienvenue dans ce dernier débat de la journée qui s'appelle Sortir des inégalités en régénérant le monde. C'est un sujet très large et qu'on va tenter de décortiquer un petit peu pendant 1h30, 1h45. Et c'est un sujet qui relie en fait deux crises, la crise des inégalités, la crise sociale et la crise environnementale, écologique, climatique. On a vu récemment dans les manifestations des slogans qui naissaient, qui disaient voilà, fin du monde, fin du mois, même combat, pas de justice climatique sans justice sociale. Et derrière ces slogans, il existe toute une réalité très complexe et les solutions ne sont pas aussi faciles qu'on pourrait l'imaginer. Donc aujourd'hui, c'est avec François Gemène, Sylvain Piron et Gabriela Cabagna-Alvear qu'on va tenter de comprendre en fait quelles sont les racines de ces crises, mais aussi comment en sortir et de dire d'où venons-on et où allons-nous. Donc voilà, je vous présente François Gemène qui est peut-être connu pour Bonjour. certains d'entre vous. Et François est professeur à l'HEC Paris. Tu as posé un peu le choix d'aller enseigner les questions environnementales aux futurs économistes en choisissant justement de changer des mentalités de personnes qui ont beaucoup de leviers en main pour justement lutter contre la crise écologique qu'on traverse. Sylvain, qui est ici présent, est médiéviste et chargé de recherche à l'EHESS. Tu as sorti un livre qui s'appelle L'occupation du monde et qui questionne en fait les racines médiévales de l'Anthropocène. Et plus récemment, tu as sorti un livre qui s'appelle Cantique de Frère Soleil, qui travaille et tu réfléchis sur la pensée de Saint François d'Assise et la façon dont sa pensée spirituelle peut nous donner des clés sur les solutions à la crise écologique. Et enfin, Gabriela Cabagna-Alvear, tu es chilienne et tu travailles actuellement à la London School of Economics. Tu es anthropologue et tu travailles dans la région du Chiloé, qui est une région qui est occupée en grande partie par la population mapuche, si je ne me trompe pas, et qui lutte actuellement contre des nouvelles formes d'extractivisme des matières premières. Donc, on va directement commencer aujourd'hui. On a une conférence qui est structurée en 3 parties, comme ça vous le savez un petit peu, mais ce sera très libre. Donc on va commencer en fait avec les racines des inégalités avant de comprendre comment est-ce qu'elles s'ancrent aujourd'hui dans des cas concrets autour de nous. Et enfin, on va finir par des solutions pour qu'on reparte tous revigorés avec l'envie de changer les choses. Donc je vais commencer tout de suite avec toi, Sylvain. Oui. Avec une question très simple et pas si simple que ça. Donc aujourd'hui, dans la façon dont on prend en compte la crise écologique, on se réfère évidemment à l'accord de Paris qui dit qu'il faut limiter les émissions par rapport à 1,5 degré de réchauffement climatique par rapport à l'ère pré-industrielle. Et donc cette manière de formuler l'objectif climatique amène aussi un cadre le cadre de la révolution industrielle. Et toi, tes recherches en fait disent que la crise écologique qu'on traverse n'a pas commencé pendant la révolution industrielle, elle a commencé beaucoup plus tôt, elle a des racines qui sont plus profondes. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Oui, merci pour l'invitation et pour votre attention. C'est encore plus compliqué. C'est-à-dire que la réflexion que je me propose, c'est pas... Comme tout le monde, je constate qu'il y a une grande accélération depuis 1945. Je ne remets pas en cause le fait que les phénomènes les plus... C'est bon ? Que les phénomènes les plus troublants sont très récents. Ça s'accélère, on le voit bien. J'essaie juste de dire que c'est le résultat d'une dynamique de longue durée. Et quand on essaye de comprendre quelle est cette dynamique et comment elle commence, j'en viens à proposer de penser le second millénaire de l'ère chrétienne dans sa globalité. Voilà, c'est un mouvement qui a une histoire qui dure 1000 ans, qui correspond aussi à l'histoire de ce qu'on appelle l'Occident, l'Europe occidentale, qui s'est constituée comme un espace très particulier après la chute de l'Empire romain, du dernier empire romain d'Occident, qui était celui de Charlemagne. Il y a une histoire très particulière dans la façon d'occuper le sol, de s'installer, et dans la pensée. Il y a même une métamorphose du christianisme. Nous, occidentaux, nous voyons un christianisme qui nous est familier, mais qui est très différent de celui des premiers siècles, qui est très différent de celui du monde grec, du monde syriaque. Voilà. Donc il y a toute une série d'éléments qui permettent de dire qu'il y a une dynamique très longue
qui passe par la fondation et le renouveau des villes, alors notamment dans la Belgique actuelle, hein, qui a été un des moteurs de ce développement depuis le XIIe siècle, et à la fois donc dynamique économique, sociale. Alors ce que j'appelle une occupation du territoire, l'occupation du monde, c'est une dynamique de prise de possession des terres d'un point de vue militaire, juridique et d'exploitation économique. Et c'est une dynamique occidentale qui s'est après étendue à l'échelle du monde. Donc ce sont ces pays de l'Europe occidentale qui sont aussi des pays des puissances atlantiques qui sont devenus des empires coloniaux dans le même mouvement. Donc c'est d'essayer de proposer, de penser cette très longue durée, mais une longue durée aussi, et mon travail porte surtout sur l'histoire intellectuelle, l'histoire des concepts, c'est aussi une histoire de construction de certains imaginaires qui soutiennent les développements économiques. C'est donc, quand je parle de dynamique, c'est pas juste une dynamique matérialiste, c'est des interactions entre les institutions, les modes de vie matérielle de production et des imaginaires. Et c'est tout cela qui a produit le cœur ce qui est le cœur de la dynamique occidentale depuis le XVIIIe siècle, qui est le capitalisme, pour le nommer clairement, parce que c'est vraiment lui qui est responsable à la fois de l'accroissement des inégalités au sein des pays occidentaux et à l'échelle mondiale, et qui est aussi le principal facteur de la crise écologique. Donc si on veut réfléchir, les courbes sont un peu effrayantes, on ne voit pas trop comment, pour rester dans les normes qui sont proposées, ce n'est pas juste une petite inflexion, c'est une chute drastique qu'il faudrait avoir du point de vue des consommations, des énergies fossiles et des autres ressources. Comment peut-on imaginer cela alors que la dynamique du capital suppose qu'il y ait constamment une augmentation, qu'on soit constamment dans la recherche de nouveaux investissements, de nouveaux profits. Donc l'enjeu qui est politique et culturel au sens très très large, c'est comment soit rompre, soit simplement tenter de mettre un frein au capitalisme. Et comme le capitalisme est une machine sans frein, la simple idée de mettre des freins est déjà une révolution. Donc, comment encadrer, comment freiner cette dynamique? Par quels moyens? Donc, je proposerai quelques pistes, mais ce que j'essaie de suggérer, c'est que si on veut vraiment prendre cette question au sérieux, on doit réfléchir sur des idées, des imaginaires de très longue durée, qui sont très ancrés dans ce qu'on ne voit pas nous-mêmes, parce que c'est ce qui définit notre conscience d'occidentaux, d'européens, et notamment tout un imaginaire chrétien extrêmement profond. Donc je prendrai juste un thème, parce qu'il est absolument central, c'est la question du travail. Dans la culture occidentale, c'est un élément qui vient directement, enfin je l'ai montré dans quelques chapitres de mes livres, qui vient vraiment d'une culture chrétienne, du travail comme pénitence, du travail comme rédemption, mais le chrétien, encore plus le protestant que le catholique, mais le catholique a tendance à imiter le chrétien dans ce domaine, doit occuper son temps. C'est l'autre sens de l'occupation. L'apocalypse est arrivé. Wow. C'est le démon qui a frappé. Là. C'est le capitalisme qui... J'allais citer une phrase de Saint Jérôme, un traducteur de la Bible, grand père de l'Église, qui donnait un conseil à un jeune homme qui rêvait de devenir moine. Il lui disait, avant de devenir moine, trouve-toi une occupation, trouve-toi quelque chose à faire de tes mains pour que le diable te trouve toujours occupé. Et c'est vraiment ça, une des dimensions, enfin c'est pas la seule bien sûr, mais il y a une dimension de l'obsession du travail dans la culture occidentale qui vient de ses racines très profondes chrétiennes. Le chrétien doit toujours faire des choses de ses mains avec son corps, même quand il est en vacances, il doit s'occuper à visiter les lieux culturels. Voilà. Il y a cet activisme qui est extrêmement profond dans une culture occidentale, qu'on reproche aux autres, qui ont un autre sens du temps et de l'activité. Et il faut aller aussi profond que cela pour remettre en cause des valeurs fondamentales de notre culture. Ce n'est pas une mince affaire. Ouais. Et par rapport justement à cette question de travail, toi, Gabriella, tu as justement travaillé sur la généalogie du concept de travail dans des populations qui ont été colonisées. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus comment justement cette manière de dominer le monde et d'arriver en Amérique du Sud, au Chili, a changé en fait les modes de fonctionnement de certaines sociétés et a changé la façon dont on demande aux individus d'interagir par rapport à un modèle économique? Thanks. I was waiting for the translation to arrive. Thanks so much, Anais, and thanks, Sylvain, for that. It's amazing to see so many parallels in our work. And I want to get exactly at that question and go into more details of how it complements what you just said.
But maybe just as a context of why I'm asking this question about work, like why it became an important question for me, I can tell you a bit of the context that motivated me to do my doctoral fieldwork in the south of Chile. And when I arrived to Chile in October 2019, I wasn't really planning to do my fieldwork there. I was actually about to set up somewhere else. And you might know what happened in October 2019 in Chile, which is that a revolution started. It was really a moment of politicization as I had never seen, as a full generation had never seen. And even, it was this moment, as in all revolutions, in which everything is up for grabs, everything can be questioned. And I realized, coming from a background in political ecology, in social and political ecology, that one of the few things that remained invisible and that we couldn't really discuss in political terms was energy. I was really interested in energy transitions and all the environmental conflicts around energy. And I realized that this topic was never brought up in political forums. And I wondered why. I wondered why the only way we could think about energy was just, oh yeah, we need more renewable energies. This is like something commonly that will be brought up by people. And it was like, but why can't we think more politically about energy in the way we think about health care system, education, about even in our workplaces, our rights as workers. And I went to the south of Chile, to a place that it's being seen as a new frontier of expansion of renewable energy, to understand why. And to understand also why these supposedly good energies, like the clean energies, are still being so conflicted. And I realized, being there, that to understand that, I had to understand the value that people give to productiveness and productivity. And this whole idea of energy as making the land productive, as making a nature work, energy as the work of nature, which is the title of my thesis, really had a parallel and could not be separated from the work of people. Because actually, in a place like Chiloé, it becomes very evident that to make the land work, you need to make the people work. And you need to transform whoever is in that land into workers. And this was made throughout history in very different matters. We know a lot about how slavery did this. But the context in which I was very different. There was not really a big-scale transatlantic trade of slavery, but actually there was a displacement of indigenous people that were subjected and forced into a regime of forced work called the Encomienda, which was a Spanish institution. And through that institution, they learned this idea of you gain your dignity through work. And work is a civilizing process in which you understand what it means to be human. Because to be human is to exist in a constant state of need, of necessity. And you can read through the documents of colonial times how this was an ideological project, not just to make themselves richer economically, clearly, and a way of paying tribute to the crown, but also it was a project of political subjectification, of keeping them docile and to keeping them in this state of relation of gratefulness to the Spanish state while completely destroying their political agency. And what I find more interesting of this is that these people did not exist in a blank state. It's not that they didn't have any other way of acting when the Spanish arrived. Actually, in the south of Chile, not just the Mapuche people, but the Chono people, like some Kanur people, they had very different ways of doing things. And I'm really interested in this other modality of action that I call the modality of play, and how you can do things through play and through much freer relations in this activity that today still exists in the south of Chile, that is called the Minga. The Minga. And that it's a way of doing things for each other that is not subjected to the principles of work and obligation and need. It's actually based on abundance and playfulness and freedom. And could this be linked with the concept of care, or it's a bit different? I think it's probably related with care, but I would say it more related with play. But play and care are very related. Like care is all about becoming freer to act and play in the world and doing things for the sake of doing them and not instrumentally. But I do think, that's a connection I need to explore. But so all of this, this idea of, today still in Chile, we relate the Minga to political resistance and to projects of indigenous autonomy. So I realized that really in this rejection of the only way my land becomes valuable is when it becomes productive, when it becomes a contribution to the national economy, to economic growth, was also a rejection of
seeing themselves in that light, and that the only way in which we become worthy people is when we are hard workers and we're very sacrificed, which is an idiom that we use a lot in Spanish, ser sacrificado, and that to be in sacrifice is like, worthy of praise. And yeah, so I in my work, I've tried to connect these principles to say that we have been co-opted by this sacrificial mentality of productivity and productiveness, but that it hasn't fully erased or displaced what was there before. I mean, it's been a continuous effort of resistance and re-existence, which is a concept we use a lot in Latin America, of like recovering who we are collectively also as a people. And the Mapuche people and many other people have been fighting for this. And you can't understand the rejection of the expansion of renewable energies without understanding this, because these are the same long-term struggles as you were saying. And we need to go back, in my case, to the arrival of the invaders in the 1500s to fully see the full picture and not just say, well, these people just are ignorant or don't understand that we need these new projects, because it's actually about much more than that. So, yeah. C'est très intéressant parce que du coup, aussi, c'est la question peut-être pour François de la sortie des énergies fossiles qui ne peut pas se solder par une nouvelle forme d'extractivisme, une manière de réoccuper certaines terres qui étaient abandonnées. En Europe, par exemple, on voit la réouverture de certaines mines de lithium qui amènent à l'expropriation de populations au Portugal, etc. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus comment, selon toi, ces questions sont liées et comment en sortir ? Il faut ouvrir des mines de lithium en Europe. Je pense que l'ouverture de mines de lithium en Europe est une excellente chose. Et moi, je soutiens à fond l'ouverture de mines de lithium en Europe. Je pense qu'on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Donc, à un moment donné, il faut se dire, si on veut avoir de l'énergie, soit on va prendre de l'énergie fossile, soit on va prendre de l'énergie nucléaire, soit on va prendre des énergies renouvelables. Et vraisemblablement, on va avoir un mix des trois qui va coexister un certain nombre de temps. Mais je suis un peu inquiet aujourd'hui, effectivement, de voir le rejet croissant des énergies renouvelables au motif que, effectivement, l'extractivisme provoque effectivement l'expropriation de populations, provoque des dégâts environnementaux. Toute forme d'énergie provoque des dégâts considérables à l'environnement, oui. Les énergies fossiles provoquent des émissions de gaz à effet de serre absolument considérables. L'énergie nucléaire provoque des problèmes de déchets et de sûreté nucléaire. Les énergies renouvelables provoquent des problèmes d'extractivisme. Et donc, à un moment donné, si on veut fournir le monde en énergie, il faut pouvoir choisir de ces trois solutions celle qui paraît la moins mauvaise. Et moi, je suis atterré de voir combien la recherche de la solution parfaite, de l'énergie parfaite, nous conduit en fait à l'immobilisme et donc nous conduit de facto à un changement climatique qui devient complètement hors de contrôle. Et donc j'entends les reproches qu'on peut faire aux mines de lithium, j'entends les reproches sur l'exploitation du cobalt, notamment au Congo, j'entends aussi les reproches qu'on fait sur la sûreté nucléaire, j'entends les reproches qu'on fait aux déchets nucléaires, et j'entends tout ça, et tout ça est réel, et il ne faut pas le nier. Mais en même temps, j'ai envie de dire que nous sommes dans une situation où de trois mots, il faut pouvoir choisir le moindre. Et donc, je sais que j'adopte souvent une approche qualifiée de cynique et de dégueulasse, et j'assume complètement ce rôle. Mais le problème, c'est que si on s'enferme dans une sorte de manteau de vertu qui nous voudrait en permanence nous faire rechercher une solution énergétique idéale qui serait, j'imagine, la fusion nucléaire, malheureusement, on risque d'attendre, dans le meilleur des cas, encore 30 ou 40 ans. L'essentiel de mon travail consiste à documenter les impacts du changement climatique auprès des populations les plus vulnérables, auprès de ceux qui vivent dans leur chair les impacts du changement climatique, qui perdent des membres de leur famille, qui perdent leurs ressources économiques, qui perdent leurs terres, qui perdent leurs moyens de production. Par rapport à ces gens, je pense que nous avons le devoir de développer une forme d'éthique de responsabilité qui doit nous conduire à réduire les émissions de gaz à effet de serre le plus rapidement et le plus efficacement possible. Et très clairement, il faut pouvoir le dire, ça ne se fera pas sans dégâts. Ça ne se fera pas sans dégâts. Et donc, on a deux solutions. Soit on continue comme ça, effectivement, en continuant à extraire
les énergies fossiles, ce qui provoque aussi son lot de dégâts, soit il va bien falloir passer à d'autres formes d'énergie, ce qui effectivement provoque d'autres formes de dégâts qu'il faut essayer de juguler, etc. Et c'est pour ça que moi, je suis absolument favorable à l'ouverture de mines de lithium, de métaux critiques et de terres rares en Europe, parce qu'effectivement, nous avons été, par rapport à l'extraction de ces métaux, nous avons été historiquement dans une logique très coloniale où on considérait qu'on allait utiliser pour notre transition énergétique des matériaux et des minerais extraits dans les pays du Sud, souvent dans des conditions de respect des droits humains assez dramatiques, et qu'en quelque sorte, nous étions très contents de laisser les autres faire le sale boulot à notre place, et nous allions utiliser leurs matériaux. De facto, le fait est que, malheureusement, nous privons les pays du Sud de matériaux dont ils auront besoin, eux, pour leur propre transition énergétique, et que surtout, je trouve que nous fermons les yeux sur certaines situations de violation de droits humains absolument insupportables. Il y a plein de lithium en Europe, il faut d'urgence ouvrir des mines de lithium en Europe, oui. C'est très intéressant. Et j'ai une question, du coup, si pour toi, on est prêt justement à faire ce choix éthique, donc de dire qu'il n'y a pas de solution parfaite, il y aura des impacts en termes sociaux, mais alors comment est-ce qu'en démocratie, donc en Europe par exemple, on a eu le mouvement des Gilets jaunes en France, donc on a des conflits sociaux qui émergent des politiques de transition écologique et qui d'une certaine façon aussi viennent ralentir la transition en tant que telle. Donc comment, c'est une position qui est aussi éthiquement difficilement défendable sur le long terme, de dire ça aura des impacts parce qu'après ces impacts se coalisent et ensuite viennent quand même. Bien sûr. Et pourquoi est-ce qu'on a aujourd'hui, je crois, à la fois une opposition virulente de la part des milieux populaires face aux politiques écologiques? Pourquoi est-ce qu'on a, et je suis désolé de le dire, mais des résultats électoraux qui sont globalement assez médiocres pour les partis écologistes partout en Europe? Pourquoi est-ce qu'on a, au moment où le changement climatique s'aggrave, des sondages électoraux qui prédisent une division des sièges des écologistes au Parlement européen par 2 ou par 3, c'est-à-dire une véritable bérésina électorale? On a aujourd'hui un mouvement très violent de rejet des politiques écologiques partout en Europe, avec y compris des partis politiques qui se montent littéralement contre l'écologie. C'est le cas du BBB aux Pays-Bas, qui est toujours autour de 15-16% dans les sondages. Je pense que c'est parce qu'on présente largement l'écologie comme une contrainte qui tombe sur le dos des gens. Et on présente la liste des actions à mener contre le changement climatique, mais aussi pour la protection de la biodiversité, comme une liste sans fin d'efforts à entreprendre, de sacrifices à accepter, de renoncements auxquels consentir, c'est-à-dire une liste de choses dont personne n'a fondamentalement envie, et on va avoir par rapport à ça une sorte de rejet de la responsabilité et un sentiment fondé ou non que ces efforts sont inégalement répartis dans la société et qu'en particulier on va demander plus d'efforts aux classes populaires tandis que les classes les plus aisées vont continuer globalement, y compris grâce à des apports technologiques, à continuer leur vie comme si de rien n'était. Et donc il y a un sentiment d'inéquité qui est très fort, je crois, dans la population et qui amène à un rejet parfois très populiste des politiques écologiques. Et je pense que le moyen d'en sortir par le haut, c'est de cesser de voir cette action écologique comme une contrainte qui nous tombe dessus et à laquelle nous allons forcément essayer d'échapper et par rapport à laquelle on va essayer d'en faire le moins possible pour la transformer en un projet qui pourra nous rassembler et par rapport auquel on aura envie d'en faire le plus possible. Et là, c'est pour le moment où ça coince. Et c'est pour ça que je suis frappé de voir comme les écolos ont la réputation souvent d'être des gens un peu tristes, un peu des gens sombres dans la société, qui ne savent pas s'amuser. Et c'est une image qui colle de plus en plus fort aux écolos, parce qu'effectivement, on perçoit largement l'action écologique comme une contrainte qui nous tombe dessus, et pas comme un projet qui pourrait nous mobiliser. Sylvain, tu veux réagir? Oui, à un détail près, je suis absolument d'accord avec cette position. Je pense que si on veut même... L'enjeu aujourd'hui, c'est proposer un nouveau modèle idéologique, pour dire le mot vraiment très fondamental.
on peut dire qu'on est arrivé, donc les historiens aiment bien les cycles, donc je parlais d'un cycle de très longue durée de 1000 ans, mais on peut voir des cycles idéologiques qui se succèdent, et très clairement, on est arrivé à la fin du cycle néolibéral. Quand on voit la politique économique américaine, il y a vraiment une rupture très profonde avec ce qui était certains dogmes depuis une quarantaine d'années. Et donc, dans ce moment, dans ce retournement, on a besoin d'oser formuler une nouvelle idéologie socialiste écologique qui mettrait en avant la notion de justice. C'est la notion clé qu'on doit porter. Il n'y a pas d'autre notion pour faire accepter un changement de mode de vie. Alors moi, je rajouterais dans le tableau, mais on ne sera pas d'accord sur le fond, la seule solution sur les questions énergétiques, c'est réduire les consommations. Ça paraît assez évident. Dans le tableau que vous montrez, il y a une quatrième possibilité qui est juste aller vers la réduction. Et ça peut se faire, il y a plein de façons de le faire, mais aussi par des contraintes, mais des contraintes qui devraient peser sur les riches. C'est ça l'enjeu. Tout l'enjeu est arriver à oser formuler des politiques redistributrices très fortes, à monter énormément les impôts, à oser aller à contre-courant de ce qui s'est fait depuis 40 ans. Et je pense que c'est ça la perspective, enfin ce que peut dire la perspective historique. Là, c'est plus du moyen terme que du long terme, mais il faut oser reformuler quelque chose, proposer un projet qui soit joyeux. Et sur la joie, j'y reviendrai à la fin. Mais là, je voulais juste donner quelques idées. Je reviens sur mon plan d'analyse, parce que je ne veux pas... j'ai pas 36 compétences, juste sur l'histoire des concepts et des notions. La notion cardinale au fond de l'économie, c'est celle de valeur. La valeur économique, c'est un concept, et là je peux dater très précisément le moment où ça a commencé à être employé au milieu du XIIIe siècle. Donc c'est le concept clé, la valeur, on mesure, la société est mesurée, se mesure en fonction de la valeur marchande. Et ça reste la base encore des modes de pensée occidentaux. Il y a des travaux actuellement très très intéressants sur la comptabilité écologique, par exemple, qui essayent de reformuler un autre concept de valeur. Donc, la profondeur de la transformation que j'appelle de mes voeux, c'est reformuler les concepts, reformuler les normes, y compris les normes comptables, qui sont extrêmement lourdes et qui déterminent après les comportements des entreprises, reformuler en profondeur le droit en tenant compte d'une nouvelle conception de la valeur qui ne serait pas une valeur marchande, bien évidemment, mais une valeur tenant compte de la richesse des écosystèmes. Il y a différentes façons de mesurer, d'évaluer. C'est extrêmement... Alors c'est technique, là je ne vais pas rentrer dans ce que c'est. Je suis un peu les discussions, mais je ne suis pas du tout expert de ces questions. Mais on a besoin d'aller à ce niveau de profondeur, de transformer les concepts, d'oser les modifier, les reformuler pour proposer une autre vision. Alors, un autre dogme qui est, lui, vraiment directement issu de la théologie chrétienne et qui est au cœur de l'économie, c'est la liberté du consommateur. Le libre choix du consommateur. L'axiome de base de l'économie, c'est les agents sont libres et font des choix pour maximiser leur utilité. Cette notion, c'est directement dans la filiation de la notion chrétienne de libre arbitre. Il n'y a pas photo, c'est exactement ça. Donc, oser dire que non, ce n'est pas une valeur absolue, cette liberté n'est pas une valeur absolue, mais elle doit être subordonnée au bien commun, et pas au bien commun simplement d'un groupe social donné, ou d'un pays, ou même à une chaîne internationale, mais le bien commun de la biosphère. Et donc d'un bien commun qui n'est pas que humain. Et c'est donc arriver à penser au-delà de l'humain. C'est toute une série de transformations intellectuelles qui sont très profondes, mais qui sont simplement vitales aujourd'hui et que l'écologie politique doit porter. Enfin, il y a plein d'outils pour le faire, mais il faut oser aller au bout et pas se contenter. Enfin, les petits gestes sont utiles, les initiatives locales sont très utiles, mais il faut oser dire que le cœur de l'affaire doit être une transformation des conceptions les plus fondamentales. Merci Sylvain. Et ce que tu dis, en fait, ça rentre un peu dans les discussions. On bouge un peu dans ce débat parce que c'est très large, mais donc dans les discussions qui tournent autour de la décroissance ou la post-croissance, donc penser un modèle économique qui va au-delà du productivisme linéaire, on va dire. Et Gabriella, tu travailles beaucoup là-dessus. Donc, je te laisse la parole. Yes, thank you. I wanted to go back to that precisely because it's really interesting when we're presented with a choice in the terms that Francois just made of like, well, the world needs energy and it's either option A and option B, we need to choose the lesser evil. But I really want to challenge that supposition of the world needs energy. I think that's a very broad statement, and we're not really opening that black box of what is the world that we're sustaining and what is energy for in the world. And why do we think that we can sustain a fossil civilization? You know, like the period in which we tapped into
fossil energy is a exception in humanity's history that gave us, and a few generations ago, the illusion of abundant and cheap energy. And we built a whole infrastructure, everything that surrounds us, on the understanding that this would go on forever. And now we are not capable cognitively. It's very hard to understand that this is not true anymore, and that we're not willing to deal with the impacts that actually fossil fuels did have, because we thought it was cost-free, but it had several consequences. So now I would say the most sensible option would be to say that civilizational transformation is what we actually need, not to keep trying to fill this tank of energy that we need with much less efficient sources of energy that are renewable energies. They are just materially very different. They have a very different energy density. And like there is just no way you can replace what fossil fuels can do. Like this is very, very difficult. You're going to ravage the earth trying to do so, and we're still going to fail. And that's why the answer is degrowth, for me at least, which is a concept I work with precisely to show that a future in which we have much less energy demand can still provide a good life for everyone. I mean, we have models that show this. We have our political imagination to think of more public forms of abundance and not more private scarcity, which is what our model is built on. And when we open that possibility and we understand that we cannot continue taking for granted the availability of the world as cheap nature to be exploited, that's when we really see new solutions, and we exit this very reduced choice, in my opinion, and that, again, we're asking the same people that have been dealing with the consequences of the fossil civilization now to deal with the consequences of this next stage. So we can't, again, not question this, the foundations of our civilization and miss the opportunity to overcome that and really, as the title of this talk says, really regenerate the world. That's what it means. We need to transform all our infrastructure and all our social provision systems. And if we don't do that, we're going to continue trapped in the same problems with wind and solar or oil. C'est très intéressant ce que tu dis. Et pour revenir à ce que tu disais, François, et par rapport au débat justement croissance, post-croissance, il y a souvent des critiques qui viennent par rapport à ce courant de pensée qui dit mais en fait, vous nous emmenez vers le monde du Moyen-Âge, entre guillemets, un monde qui n'est pas désirable. Et du coup, comment est-ce qu'on peut lier des réflexions sur d'autres indicateurs économiques, d'autres chaînes de valeur, d'autres façons de voir le monde, avec en même temps une valeur de désirabilité pour des personnes qui vivent dans un système d'abondance, etc. Et donc, comment est-ce qu'on peut joindre ces deux bouts? Le problème, c'est que... Je pense qu'un problème qu'on a dans ce débat, c'est que le discours sur la décroissance est souvent porté par des personnes qui font partie des catégories dans la population qui ont les plus hauts revenus. Et que c'est très facile, quand vous avez des revenus qui sont dans le dernier percentile de la répartition des revenus, de discuter de décroissance. De la même manière que c'est très facile, quand vous êtes un professeur d'université de 65 ans qui a fait toute sa carrière internationale en courant tous les colloques scientifiques de par le monde, de dire « j'arrête de prendre l'avion et je ne veux plus aucun colloque scientifique international parce que ma carrière est faite ». C'est très facile. Et je trouve que c'est une posture très, très confortable. Cela étant, sur la question de la décroissance, à mon avis, la question de la décroissance se pose surtout en termes de baisse de la consommation énergétique. Et qui, évidemment, ne peut pas s'articuler de la même manière dans tous les pays du monde. Si je prends le cas du pays dans lequel je réside, la France, il y a eu l'an dernier, grâce à la fois au plan de sobriété du gouvernement, aux circonstances conjoncturelles de la guerre en Ukraine et de il y a eu une baisse de la consommation énergétique de 12%. C'est un début, mais c'est quand même assez significatif. Et donc ça prouve qu'il est possible de baisser la consommation énergétique. À l'inverse, dans d'autres pays, il y a évidemment un énorme besoin d'augmenter cette consommation énergétique. Je veux donner simplement 2 chiffres qui donnent ici l'ampleur du fossé entre les pays industrialisés et les pays du Sud. La France est considérée comme un des pays avec un des réseaux électriques les plus performants au monde. Il y a néanmoins une déperdition d'énergie sur ce réseau électrique qui est estimée à 5% de l'électricité. Sur le réseau d'eau, on est à 20%. Donc, cette déperdition énergétique sur le réseau électrique français, elle équivaut à peu près à la consommation électrique annuelle d'un pays comme le Sénégal.
C'est-à-dire que la consommation électrique annuelle du Sénégal, c'est l'équivalent des pertes d'électricité sur le réseau français à cause de câbles mal reliés, de câbles défaillants, etc. Sur la totalité du continent africain, la puissance énergétique installée dans les énergies renouvelables est légèrement inférieure à la puissance énergétique installée dans les énergies renouvelables en France métropolitaine. Et Dieu sait pourtant que la France n'est pas la championne du monde des énergies renouvelables, au point qu'elle est même mise à l'amende pour la Commission européenne pour ses retards de déploiement. Donc il y a en réalité un enjeu, à mon avis, assez énorme sur les questions de besoins énergétiques. Il y a 23 ans de cela, en 2000, la part des énergies fossiles dans le mix énergétique mondial était de 86%. Aujourd'hui, cette part est de 84%. Ça veut dire qu'en l'espace de 23 ans, malgré tous les progrès en matière d'énergie renouvelable, malgré de nouveaux investissements dans le nucléaire, la part des fossiles dans le mix énergétique mondial n'a baissé que de 2%. Et pourquoi est-ce qu'elle n'a baissé que de 2%? Parce qu'au cours de ces 23 dernières années, la consommation d'énergie dans le monde n'a fait que croître. Ce qui veut dire que les énergies à bas carbone, nucléaires ou renouvelables, n'ont pas du tout remplacé les énergies fossiles, mais se sont additionnées, se sont ajoutées aux énergies fossiles. Et donc je crois qu'il faut pouvoir intégrer le fait que la baisse de consommation d'énergie dans les pays industrialisés doit pouvoir servir à une hausse nécessaire de consommation d'énergie dans les pays du Sud. Et donc c'est pour ça que je dis attention à ne pas avoir une vision trop occidentalocentrée de ces questions et à réaliser que tout le monde ne part pas du même point de départ quand on parle de la consommation d'énergie. Un point sur lequel je voulais revenir aussi et que je trouve très intéressant dans ce qu'a dit Sylvain sur, au fond, les origines médiévales de l'Anthropocène et de la situation qu'on connaît aujourd'hui. Sylvain, vous avez donné une lecture assez économique de ces origines, sur la question de la productivité du travail, etc. Il me semble que peut-être un point qui serait intéressant de discuter aussi, c'est la question politique. En d'autres termes, comment, effectivement, au Moyen-Âge, va effectivement arriver peu à peu le capitalisme qui va s'imposer comme modèle d'organisation de l'économie, mais va arriver aussi le concept de souveraineté qui va s'imposer peu à peu comme la pierre angulaire de l'organisation du monde. Et effectivement, le traité de paix de Westphalie en 1648, qui met un terme à la guerre de 30 ans, va consacrer la souveraineté nationale comme pierre angulaire de l'organisation du système international. C'est le moment où on va décider que les pays vont être séparés par des frontières et qu'en gros, chacun va s'occuper de l'intérieur de ses frontières. Et on va postuler à ce moment-là une sorte de triple coïncidence entre des frontières géographiques du territoire, auxquelles on va supposer que vont correspondre des frontières démographiques de la population et des frontières politiques de l'autorité et de la souveraineté. Et c'est à partir du moment qu'on va évidemment pouvoir construire le concept d'État-nation, notamment. Et si on met en lien ce concept de souveraineté avec le concept d'énergie, il me semble que ce concept de souveraineté va amener naturellement l'exploitation des énergies fossiles, parce que l'avantage des énergies fossiles, c'est qu'elles se trouvent physiquement dans votre sous-sol, et que donc vous en avez la propriété territoriale, et qu'on sait qu'il y a des pays plus ou moins dotés en pétrole, en charbon ou en gaz. Et que la difficulté, à mon sens, que nous avons aujourd'hui à passer des fossiles vers les renouvelables, c'est que nous quittons, ou nous devons quitter un système souverainiste où les énergies se trouvent dans notre sous-sol, dont nous avons la propriété territoriale, pour des énergies qui sont littéralement hors sol, qui sont amenées par le vent, par le soleil, par les marées. Et donc c'est une grande difficulté aussi politique, parce que ça soupçonne une forme d'abandon, au fond, de souveraineté territoriale pour passer des fossiles aux renouvelables. Et j'irais même jusqu'à dire que l'hypothèse que je fais, c'est que si aujourd'hui l'énergie nucléaire est à ce point controversée, un peu comme une sorte de point de tension ou de jonction entre les fossiles et les renouvelables, c'est précisément parce qu'elle se trouve un peu entre les deux, qu'elle a besoin de combustibles fossiles pour fonctionner, mais que ces combustibles fossiles, évidemment, ne se suffisent pas à eux-mêmes, parce que vous avez besoin de tout un appareil technologique qui lui-même est un peu hors sol et déplaçable, et que donc, à mon avis, ce qui génère une telle controverse aujourd'hui sur l'énergie nucléaire, c'est peut-être pas tellement les questions de sûreté, de déchets ou de coûts,
mais peut-être le fait que ça soit une sorte d'intermédiaire entre des énergies fossiles dans le sous-sol et des énergies renouvelables hors sol. Ok, Oui, je peux continuer et répondre encore une fois. Il ne faut pas s'arrêter à des dates comme ça. Le traité de Westphalie, on y fait tout le temps référence, mais c'est des choses de beaucoup plus de longue durée. Et le charbon a commencé à être exploité à Liège vers la fin du XIIIe siècle. Donc on a ces choses. Effectivement, la maîtrise du sous-sol fait partie de la construction de ces souverainetés, bien entendu. Non, c'est très très juste. Mais encore une fois, ces souverainetés limitées dans des pays, donc ce traité européen, a donné naissance à des États-nations coloniaux. Donc il ne faut jamais oublier ça, qui ont été chercher les ressources fossiles ailleurs, et donc qui ont exploité le reste du monde. Et c'est là, on a besoin, la notion de justice doit aussi compenser cela. La justice climatique, c'est pas que climatique, c'est la justice planétaire doit penser des restitutions, des compensations de tout ce qui a été prélevé par les pays occidentaux dans les pays du Sud. Mais je voulais terminer en revenant sur la joie, parce que François d'Assise était très joyeux. Donc, alors je ne vais pas proposer, je ne vais pas raconter tout François d'Assise, ça serait interminable, mais c'est ni le proposer comme modèle de société. C'est un homme fils de marchand, donc on est au début du XIIIe siècle, dans ce moment de croissance marchande urbaine, qui renonce à l'activité paternelle pour suivre le modèle du Christ et la pauvreté du Christ, qui veut vivre comme le Christ nu. Alors il y a une scène fameuse où il enlève tous ses vêtements pour montrer qu'il renonce totalement à l'héritage de son père, et il part sur les chemins sans rien posséder, en chantant en français. C'était aussi intéressant. Et François d'Assise a créé un mouvement étonnamment puissant, presque instantanément. Lui ne voulait pas, il est resté laïque, il ne voulait surtout pas créer un ordre, et tellement de frères l'ont suivi, de jeunes, donc c'est un mouvement de jeunesse, un mouvement de rupture de jeunes du début du XIIIe siècle. C'est vraiment des hippies qui renoncent à la société urbaine de leur temps, et pour être pauvres, itinérants, et souvent étant eux-mêmes des fils de bourgeois. C'est un mouvement aussi de classe moyenne ou élevée qui renonce. Alors, évidemment, on ne peut pas proposer ce modèle comme un modèle de société, mais il y a certains concepts qui peuvent être intéressants et adaptés un peu à notre situation. Un des concepts les plus intéressants qui a été formulé dans la pensée franciscaine, c'est pour décrire le rapport au monde des franciscains. Donc, c'est un théologien à la fin du XIIIe siècle, tout à fait méconnu, mais bon, peu importe, qui parle de l'usage pauvre. François disait on ne doit rien posséder, donc c'est ce qui distingue les franciscains des autres moines, c'est qu'ils n'ont pas de possession terrestre, ils ne vivent pas de revenus de terre exploités par des paysans, ils vivent de leur travail ou la mendicité. Et donc, solution juridique, on dit les frères ne possèdent rien, pas même leur couvent, et tous les biens qu'ils possèdent, c'est le pape qui a la propriété, et eux n'en ont qu'un simple usage de fait. Et donc le théologien dont je m'occupe dit non, mais ça ne suffit pas, il faut aussi ajouter à cela que nous devons en plus ne faire qu'un usage pauvre, c'est-à-dire un usage modéré, limité. Et alors le point sur lequel il a été très controversé et condamné, c'est qu'il disait, au fond, chaque frère fait un vœu au Christ de vivre selon l'Évangile, et donc chacun en son cœur sait ce qui est l'usage juste qu'il doit faire du monde, de la planète. Et donc on peut... Je ne propose pas du tout ça comme modèle global, mais réfléchir à adapter cette notion d'usage pauvre à la façon dont nous pourrions mieux vivre sur cette terre, donc sans penser qu'on la possède en tant que planète. C'est la grande illusion du capitalisme, c'est de penser qu'on est vraiment propriétaire du sol et du sous-sol et qu'on peut en faire ce qu'on veut. Donc c'est dire non, on n'est pas propriétaire du tout, on est que, comme disait François, donc des pèlerins, des voyageurs sur terre, et on ne doit faire qu'un usage limité, mesuré, et ça répond un peu à la question. C'est chacun doit sentir ce qui est juste dans la façon qu'il a de prélever des éléments de cette richesse de la planète pour en faire cet usage pauvre ou mesuré dans la joie, parce que c'est quelque chose de finalement assez joyeux de renoncer à des biens superflus, illusoires. Il y a plein de choses dont on peut se passer, et ça rend joyeux de se libérer de l'aliénation de certains objets de consommation courante. Donc certes, il y a une demande très forte, tout le monde veut consommer toujours plus pour être au niveau, mais si on arrive à inverser les imaginaires, à dire non, il y a beaucoup de joie et de plaisir à ne plus être prisonnier de la mode, des nouvelles tendances, du renouvellement perpétuel des objets. Là aussi, c'est un travail dans les imaginaires qu'on doit essayer de porter pour se libérer de cela. Et si on prend cet exemple franciscain, c'est très joyeux de renoncer. C'est intéressant, ça amène un peu à la question de propriété.
et la question des communs, et notamment la réflexion autour du développement des communs. Et ce que tu disais, François, et ce que tu dis, Sylvain, amène un peu la question aussi de comment sortir des conflictualités mondiales liées à la propriété, aux États-nations. Voilà, plutôt pour ceux qui étaient là, avec Isabelle Durand, on a parlé de l'état actuel des Nations Unies et du multilatéralisme qui, pour le moment, pose quand même des questions de stabilité, etc. Est-ce qu'on arrive encore, entre États-nations souverains, à définir ensemble une manière de gouvernance mondiale? Et je trouve que du coup, dans ce que vous dites, il y a la question de comment est-ce qu'on peut recréer des façons de développer nos sociétés en développant des communs. Donc je ne sais pas si l'un d'entre vous veut parler. Peut-être Gabriela avant cela. Je vais relancer une dernière fois sur la question de la colonisation que Sylvain mentionnait. Est-ce que tu voudrais répondre sur ce débat? Maybe I can complement very briefly, and it's really interesting to hear about these radical projects of Christianity that have always existed in parallel with the more imperialistic dimension of Christianity, which is like the side that I am studying, that I witnessed in the south of Chile. So I think it's beautiful to keep that in mind. Like the Kurdish women's movement speaks about these two rivers of humanity, in which there's always a river that moves toward more authoritarian forms, another one that is the river of freedom. So I think it's really nice that you're bringing in that river of freedom. And yeah, I mean, sovereignty and coloniality, I mean, absolutely. What I'm interested in also historically and why it's important today as well is that the sovereignty of first the Spanish state in all Latin America and then the national states that emerged was based on that, on the appropriation of the land and the appropriation of people. And really interesting, like I really like this idea that what it's below the ground definitely is part of that. But before that, it was whatever was around that could be made profitable, whatever could be turned into a commodity. So in Chiloé, the first thing they did was to cut all the big trees that have very fine wood, and that's the wood that is until today in the railways. It's what we call durmientes. I don't know what's the word in English. And so like even before we entered in the peak oil moment of our civilization, like all the things that were moving around were things that were coming from this place that were places that were appropriated and that some people, some sovereigns felt they had the right to destroy. And many species went extinct, and this was not mourned by anyone in this side of the world, but people that were there have seen their ecosystems, their living worlds completely mutilated. But then again, like while the nation state moves forward and conquests and commits genocide, people always are resisting and are keeping their commons. And today it's very precarious, unfortunately, because the conditions are very difficult. But the practices are there, the notions of reciprocity, the notions of horizontality, the notions that I can ask you something because I know that tomorrow, if you need something, I'm going to be there. This idea of mutuality and of building communities through time is a practice that's very much alive. I know the Minga closely, but I know this is not something that original. Like, it's very common. If you start studying history, you see in many places, especially in places that lived in margins of empires, and the Mapuche people lived in the margins of the Inca Empire for 500 years. So they developed these forms of livelihoods that were not tributaries to a central power, that actually empowered their autonomy and their idea that no one could force anyone to do anything. And this is everywhere. Like if you start searching in the archaeological record, this is what many humans have struggled for, and I would like to think we are in that same side of history, in that river of recovering the commons and recovering less hierarchical and less violent forms of domination, of which sovereignty is one of them. Yeah, maybe I can just add that. It's very interesting what you've just said about the trees and the railways, about the fact that our development model has been made also on destroying the planet. But I will switch in French if it's okay for you. Ce modèle de développement, c'est aussi actuellement le modèle de notre État-providence. Donc c'est le modèle, en fait, on parle de sortir des inégalités en régénérant le monde, mais d'une certaine façon, on a détruit le monde pour construire des formes d'égalité, des formes de production de richesse et de redistribution de richesse qui font qu'aujourd'hui, on a, en tout cas en Europe, un système médical performant et peu cher, etc., etc. Et donc ça amène aussi la conflictualité, et je pense la conflictualité qui existe aujourd'hui dans les négociations climatiques,
de réduire une forme de consommation d'énergie, d'extractivisme, etc., mais qui est aussi liée en fait à notre bien-être. Et donc, ce n'est pas uniquement une question de réduire une crise climatique, etc. C'est comment est-ce qu'on maintient les conditions de vie actuelles sans pour autant être dépendant des sources et de la base sur lesquelles on les a construites. Alors peut-être, François, je vais te lancer là-dessus, sur justement la façon dont les COP fonctionnent actuellement avec les débats autour de la justice climatique et de certains pays du Sud qui disent mais en fait, vous nous demandez aujourd'hui de limiter notre développement qui est nécessaire parce qu'on doit payer actuellement la dette de votre développement à vous. Et donc, comment est-ce qu'on concilie ces deux questions? Prenons le cas du pipeline e-COP qui va traverser l'Ouganda et la Tanzanie et qui évidemment suscite beaucoup de protestations et d'indignation dans les pays industrialisés. Moi, lorsque je discute avec mes collègues ougandais, et notamment avec des représentants du gouvernement ougandais, ils comprennent très bien que ce projet est une bombe climatique. Ils comprennent très bien que ça va entraîner des pertes de biodiversité. Ils comprennent très bien que ça va entraîner des expropriations de population. Mais en même temps, l'Ouganda est un pays pauvre et les réserves de pétrole brut qui sont situées dans leur sous-sol représentent entre 12 à 15 fois le PIB du pays. Et donc, c'est très difficile, évidemment, pour des pays comme l'Ouganda et pour beaucoup d'autres, de renoncer à cette ressource économique qui est absolument considérable. Imaginez que vous ayez au fond de votre jardin un trésor qui soit évalué à 1 million d'euros et que si vous déterriez ce trésor, vous deveniez instantanément millionnaire, mais qu'il y ait d'autres gens qui vous disent « Attention, si vous déterrez ce trésor au fond de votre jardin, vous allez emmener tout le monde vers l'abîme et vers la catastrophe. » Qu'est-ce que vous diriez à ces personnes? Vous diriez « Qu'est-ce que tu me donnes en échange pour que je ne déterre pas ce trésor ?» Et si non seulement ces personnes... C'est fascinant, hein, on parvient à faire des voitures sans conducteur, mais toujours pas des systèmes de micros qui fonctionnent. Et si... Donc je disais, et si les personnes qui vous disaient de ne pas déterrer votre trésor, vous leur demanderiez évidemment « Qu'est-ce que tu me donnes en échange pour ne pas déterrer ce trésor ?» Comme ça? Je suis désolé d'avoir une voix forte, hein, vraiment. Je m'excuse, je peux partir tout de suite aussi. Hein. D'accord. Bon, je vais parler plus lentement. Et donc, le problème, c'est que si vous demandez aux gens, avant de déterrer le trésor au fond de votre jardin, si vous leur dites « Mais qu'est-ce que tu me donnes en échange pour ne pas déterrer ce trésor ?» ça va devenir compliqué si les gens qui vous demandent de ne pas déterrer le trésor n'ont à offrir en échange que des protestations et des indignations. Et si en plus, ce sont ces mêmes gens qui vous ont déjà piqué toute l'argenterie de la maison il y a 50 ans, ça devient compliqué. Et donc, il y a dans les négociations internationales une vraie, je dirais, une vraie difficulté aujourd'hui à entendre cela, et souvent, il faut le dire, avec des pays industrialisés qui sont un peu donneurs de leçons par rapport aux pays du Sud, parce qu'eux ont évidemment déjà épuisé toutes leurs ressources fossiles et ont construit leur développement là-dessus. Il y a, je pense, un autre problème fondamental qui tient à l'architecture de ces négociations et au fait qu'aujourd'hui, nous essayons de discuter d'un problème global qui, par nature, dépasse les frontières des nations, avec une architecture de négociation et de coopération internationale, c'est-à-dire littéralement entre nations. Et donc, on a construit toute cette architecture, les Nations Unies, qui eux-mêmes émanent de la Société des Nations, à partir d'une optique très nationale, au fond, où chaque gouvernement allait poursuivre en particulier son intérêt national, et où, évidemment, l'autre difficulté, c'était qu'à l'époque, les sujets qui étaient gérés par la Société des Nations et les Nations Unies, c'était des sujets de guerre et de paix. C'est-à-dire des sujets qui restent évidemment importants et peut-être plus importants que jamais aujourd'hui, mais par rapport auxquels les gouvernements
ont les pleins pouvoirs, ont le pouvoir de faire la guerre ou de faire la paix. Par rapport à des sujets globaux comme le climat, comme la biodiversité, mais aussi comme les pandémies ou d'autres sujets, on voit bien que les gouvernements, d'une part, n'ont plus tous les leviers d'action pour le résoudre. Sur le climat, à l'évidence, les entreprises ont d'énormes leviers d'action, les collectivités ont d'énormes leviers d'action, la société civile a d'énormes leviers d'action. Et d'autre part, il y a forcément une discordance si les États et les gouvernements cherchent à poursuivre leur intérêt national par rapport à un problème qui, par nature, dépasse ces intérêts nationaux. C'est très Et donc, on en revient un peu à la question de la souveraineté. Oui. Et du coup, par rapport à ça, comment est-ce qu'on peut créer des modèles de gouvernance qui développent d'autres... Je pense que si on veut être très, très pragmatique et donc pas tirer des plans sur la comète, je pense que par rapport aux négociations internationales et par rapport aux COP, qui sont de facto devenus un peu des machines à produire de la déception et une certaine forme de désespérance et de désillusion pour les gens, je pense que, sachant qu'on a à peu près une dizaine d'années pour agir, je pense qu'il y a 3 réformes qui s'imposent urgemment. La première, c'est d'abandonner la règle du consensus. Toutes les décisions aujourd'hui dans les COP ne se prennent pas au vote, mais se prennent au consensus. Ce qui était au départ une mesure de protection des plus petits États pour éviter que les décisions leur soient imposées par des mastodontes chinois, européens ou américains, mais qui de facto se transforme en un terrible droit de veto qu'on donne aux pays les moins ambitieux, les moins disants, et en l'occurrence, dans ce cas-ci, l'Arabie saoudite. Et donc, si on a l'impression que les négociations avancent à un train de sénateurs, c'est parce que les pays les moins ambitieux font tout ce qu'ils peuvent pour les ralentir et disposent d'un terrible droit de veto, cette règle du consensus. Si on avait dû faire de grands projets au consensus, je pense malheureusement que beaucoup de ces grands projets n'auraient jamais vu le jour. On serait toujours à payer en francs belges aujourd'hui si on avait dû décider de la monnaie unique européenne au consensus de tous les États membres. Et donc ça, je pense que c'est la première réforme à envisager. La seconde, me semble-t-il, c'est d'introduire dans l'architecture des négociations d'autres entités que les gouvernements, de permettre à des organisations de la société civile, de permettre à des municipalités, à des collectivités d'y entrer, et voire même, pourquoi pas, de permettre aussi à des entreprises d'y entrer. Aujourd'hui, on a les gouvernements qui sont assis à la table et tous les autres qui tournent autour de la table en faisant du lobbying plus ou moins discret, mais qui, au fond, je pense, auraient leur place autour de la table parce qu'ils ont aussi des leviers d'action. Et aujourd'hui, l'enjeu, à mon sens, c'est de pouvoir encadrer ce rôle. Et si on ne l'encadre pas, effectivement, c'est la porte ouverte à toutes les dérives de lobbying qu'on peut imaginer, qu'on connaît. Et la troisième piste, à mon avis, de réforme urgente, c'est d'arrêter ce système où on va organiser une négociation capitale pour l'avenir de l'humanité sur une période de 15 jours à la fin de chaque année. Si on avait dit aux électeurs du Brexit que les négociations sur l'accord de sortie de la Grande-Bretagne et de l'Union européenne allaient se dérouler une fois par an pendant 15 jours, je pense que les électeurs du Brexit seraient encore aujourd'hui en train d'attendre le Brexit. Et donc, je pense que cette sorte de focalisation sur 15 jours, où on essaie de discuter de tous les sujets à la fois et où on attend chaque fois une sorte de grand accord définitif, est assez délétère. Parce qu'il faut comprendre que les COP et la négociation, c'est une forme de gouvernement du climat. Et il n'y a jamais des journalistes qui attendent à la sortie du Conseil des ministres hebdomadaire au 16 rue de la Loi en demandant « Ça y est, monsieur De Croo, est-ce que vous avez résolu tous les problèmes de la Belgique? Et est-ce que maintenant on peut arrêter ces conseils des ministres hebdomadaires ?» On comprend bien qu'il y a besoin d'un Conseil des ministres chaque semaine pour gouverner le pays, de la même manière que je pense qu'on a besoin d'une COP continue pour gouverner le climat sur la durée du siècle. Et à mon avis, voilà, ces 3 réformes très, très pragmatiques, sans tirer de plan sur la comète, mais précisément parce qu'on n'a pas de temps et qu'il faut avancer. Je continue encore une dernière fois là-dessus, et puis après, on va relancer Sylvain et Gabriella. Mais est-ce que, par rapport à cette COP continue, on n'irait pas plutôt vers une forme de conseil de sécurité permanent, version climat et environnement? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Il faut évidemment trouver l'instance appropriée, quelle en serait la composition. Et bien entendu, on peut toujours avoir des sommets importants où on va prendre et acter des décisions importantes, mais je pense qu'il nous faut un organe permanent, effectivement, de gouvernance du climat. De la même manière qu'on a un conseil de sécurité pour les questions de sécurité internationale, je pense qu'il faudrait une certaine forme de conseil de gouvernance climatique. Oui. Ok.
Et par rapport aux agents économiques que tu mentionnais, peut-être que j'aimerais vous relancer, Gabriela ou Sylvain, sur justement la question de comment est-ce que les agents économiques aujourd'hui ont quand même pris énormément de place. On parle des États-nations, mais on sait aussi que certaines multinationales ont plus de poids autour de la table que beaucoup d'États coalisés ensemble. Et donc, peut-être que vous pouvez approfondir un peu cette question de comment est-ce qu'on est arrivé à la création d'entreprises aussi puissantes, aussi voraces, on va dire, et qu'est-ce que vous pouvez amener comme solution pour les contrebalancer. Notamment, Gabriela, tu as travaillé sur les initiatives éco-sociales au Chili, justement. Du coup, je te laisse la parole. Wait, would you like me to develop? Is it working? Yeah. No. Yeah. Sorry. On the role of companies in particular, or something else. Okay. Yeah. I mean, it's interesting because yes, you may know Chile is infamous for its very neoliberal history. So, like at some point, we sold all public utilities, and that's like a lot of provision in Chile is private. And for instance, the whole energy infrastructure, generation, transmission, and delivery in homes is fully private, which means they have guaranteed rates of return on investment, and they make a lot of money. And yes, and this is the result of neoliberalization, and not just that. The neoliberalism under the dictatorship, and then during the first year of the recovery of democracy, which was actually continuation of what happened under Pinochet in the dictatorship. And yeah, that's why we have, for instance, my parents in my house in Chile, they are provided by Enel, which I understand is an Italian company. And we have, a variety of French, Engie, I think is French. Yes, I mean, we are absolutely colonized in that indirect way, and that means we have all these sort of bad practices in which many companies are, they use different environmental standards in one country and the other. They don't respect the International Labor Organization conventions on the respect of indigenous people. But what I find interesting in all these contexts is that how often these violations and bad practices of transnational companies are also reproduced by state companies, and how much they act on each other's behalf, how much the state protects the right of these companies actually to enrich themselves through the provision of like basic needs, and how often also public companies can have the same oversights. Like the very famous case is the copper mining company in Chile that has been very neglective on the health of their workers in the past, and it has like several debts really towards their workers. And yeah, I mean, we see like I see like they act very similarly in the appropriation, and just like not considering the impacts of what they do, and imposing a development model really in the populations, and in the same populations that have been marginalized and subjugated in the past. Thank you, Gabriela. I just want to know, Delphine, are you in the room? No. Je crois qu'il nous reste plus ou moins 20 minutes de débat. Oui, c'est ça. Mais du coup, on va peut-être passer à la toute dernière partie avant de passer aux questions. Si vous pouvez dire chacun en quelques mots quelle serait pour vous une solution pour justement répondre à cette question de sortir des inégalités en régénérant le monde, pour permettre aussi peut-être d'avoir des clés de compréhension et d'action concrètes en sortant de cette conférence. Peut-être, François, tu veux commencer? Je pense sincèrement qu'il n'y a pas une solution. Et que quelque part, la recherche d'une solution unique, malheureusement, nous enverrait dans le mur. Parce qu'il y a une pluralité de solutions, parce que tous les pays, toutes les personnes ne partent pas du même point de départ, n'ont pas les mêmes contraintes, et je crois que c'est très important de reconnaître ça. Je pense qu'un enjeu fondamental, c'est l'articulation de politiques sociales en faveur de l'égalité avec les politiques climatiques. Et aujourd'hui, je pense ce qui entraîne une certaine forme de rejet de politique climatique un peu partout en Europe et au-delà dans le monde, c'est le sentiment que ce sont des politiques antisociales. Or, je pense qu'un des derniers éléments, un élément saillant du dernier rapport du GIEC, c'est de montrer à quel point une société inégalitaire était davantage vulnérable aux impacts du changement climatique. Parce qu'on sait que les impacts du changement climatique vont toucher les plus pauvres, les plus vulnérables d'abord, ça c'est déjà assez connu.
et donc vont creuser les inégalités au sein d'une société. Mais ce qui me paraît neuf et vraiment fondamental, c'est que si une société est inégalitaire, elle est aussi plus vulnérable aux impacts du changement climatique, parce qu'un élément essentiel de la résilience d'une société face au choc climatique, ça va être sa cohésion sociale et sa cohésion territoriale. Et donc, si on n'articule pas des politiques sociales avec les politiques climatiques, le risque, évidemment, c'est d'entrer dans une spirale négative, dans un cercle vicieux, où les impacts du changement climatique vont renforcer les inégalités, qui à leur tour vont renforcer les vulnérabilités, etc. Et donc, pour en sortir, il faut absolument, effectivement, avoir des politiques sociales en faveur de l'égalité et faire comprendre aussi aux plus riches qu'en fait, c'est dans leur intérêt également et que ça les rend eux aussi moins vulnérables aux impacts du changement climatique. Et ça, à mon avis, c'est un enjeu fondamental dans la manière dont on va concevoir les politiques climatiques à l'avenir. Merci beaucoup. Sylvain, je te laisse continuer. C'est qu'en tant que médiéviste, je n'ai pas vraiment de solution pour le présent. J'ai donné des éléments. Ce serait un peu usurper ma place d'avoir des propositions. Mais je pense que tout ce qu'a dit François est absolument juste. La justice doit être le mot-clé des prochains programmes politiques et la justice impliquant des niveaux élevés de prélèvement et de redistribution, c'est absolument certain. Oser poser la question aussi du rationnement de certains biens, je pense que ça, il faut s'y préparer, parce que on revient sur la question de l'eau. Les biens rares ne peuvent pas être régulés par les prix. Juste bien se dire qu'il y aura des régulations par le rationnement, voilà. Donc, des politiques qui peuvent nous sembler restrictives et odieuses, en fait, seront absolument indispensables et se préparer à cela. Mais ça ne sera acceptable qu'à condition que ce soit fait dans un cadre vraiment de justice. On voit bien sur la question de l'eau aujourd'hui, la fameuse question des grandes bassines en France qui a suscité tellement d'émoi à juste titre, parce que c'est un accaparement d'une richesse commune au profit de certains agriculteurs en particulier. Donc, et l'État défendant avec l'armée de façon totalement délirante ces riches agriculteurs. Donc là, on voit bien où se trouve l'enjeu. C'est admettre qu'il y a des biens communs qui doivent être répartis de façon équitable pour que l'ensemble des efforts soient ressentis comme justes. Je reviens sur il n'y a pas d'autre mot pour faire accepter la transformation radicale qu'on va devoir vivre. C'est même plus la question qui se pose, ce n'est pas comment on limite le réchauffement, c'est comment on s'adapte à un réchauffement qui est engagé, face auquel on ne peut plus grand-chose. Voilà. Merci beaucoup. Thanks. Yes, thanks for bringing up the recent conflicts around water and the reclaiming of water for a different use and not just for the private appropriation, which is what happened in France recently, if I understand correctly. And I think that just brought to my mind this idea that not all solutions are acceptable or not all solutions are just. And if we don't struggle and if we don't agree in the right solutions, then we're going to continue having conflict. Like there's no way we're going to stop people from defending themselves. People are going to defend their lands. They're going to defend themselves. And so like our duty as humanity is really to not do that, not inflict more violence where violence has been inflicted. And here, I mean, I obviously, I also don't have the solution. I don't think it's obviously it's a tricky civilizational challenge, but I can only bring to this space what has been given to me, which is the wisdom and the organization and the political proposals of the First Nations of my continent that already for 500 years have been resisting the state, have been asking for the same things, which is the recognition of their sovereignty, the recognition of their rights over their land, and reparations in many ways that go all the way to this continent, but are also an issue with our own nation states in the local level. And this is a constant struggle. I mean, I started my intervention here with my story on arriving to Chile and living this revolutionary moment. Well, one of the main issues that was discussed there was the recognition that we are a plurinational country. And until today, we don't recognize that. And that has, of course, a series of legal and political and material consequences. And we lost the battle of the new constitution, but like the people that fought for that are still fighting and are still organizing and are still calling out whenever a false solution is presented as green. And I can only just bring their voices here and find out about what they are doing. There are many initiatives, there are many petitions. There are petitions for degrowth in the global north, so we have a space to breathe. And there are many calls for climate justice, and I think that at least is one important way forward and the one that we need to pay attention to.
Merci beaucoup, Gabriela. Voilà, c'est la fin. Merci à tous d'être venus.